Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem. Alors, on poursuit notre exploration sur la rubrique Science et Torah. Alors, je voudrais rentrer un petit peu avec vous sur la théorie de l'évolution. Et ce, pour une raison qui est très simple, c'est que des milliers d'entre vous ont des enfants qui étudient dans les écoles juives. Et dans les écoles juives, on étudie la théorie de l'évolution. Et puis, alors, les enfants en classe de SVT, dans les cours de SVT, vont répéter à l'envi un certain nombre de textes qui sont des textes basés sur l'évolution. Et c'est important de comprendre un peu comment fonctionne cette théorie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la théorie de l'évolution est véhiculée comme une vérité absolue? La vérité, c'est que quand on regarde du point de vue scientifique, on ne voit pas pourquoi. Alors, je vais vous citer ici un texte de Darwin lui-même, qui est en fait un texte qui figure au chapitre 10 de l'origine des espèces. L'origine des espèces, c'est la Bible des évolutionnistes. Hein, c'est le point de départ, les Havdil. C'est le Bereshit, les Havdil, donc pour séparer ce qui est Tamé de ce qui est Tahor, mais c'est ce qui permet de voir un petit peu ce qu'a été l'évolutionnisme en son point de départ. Le chapitre 10, c'est un chapitre dans lequel Darwin fait en quelque sorte l'inventaire des objections qu'on peut opposer à sa théorie. Alors, il dit la chose suivante. Donc, il va parler donc des fossiles, et il dit la chose suivante. Pourquoi donc n'avons-nous toujours pas trouvé les formes transitionnelles? Vous savez que la base de la théorie darwinienne, c'est qu'il y a eu une évolution et que les baleines, par exemple, sont devenues les baleines ou certains poissons sont devenus des amphibiens, et les amphibiens étant des êtres qui vivent à la fois dans l'eau et sur Terre, et puis certains de ces amphibiens sont devenus les mammifères et se sont ramifiés donc dans toutes sortes de créatures, notamment le singe, et que donc, quelques millions d'années plus tard, serait descendu de l'arbre en costume 3 pièces, un homme donc, qui était prêt à affronter la bataille de l'emploi. Alors ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est de trouver ce qu'on appelle les formes transitionnelles. Il doit y avoir des formes transitionnelles. À partir du moment où on pose qu'il y a eu évolution et transformation d'un système à l'autre, c'est-à-dire que par exemple, des poissons auraient pu devenir des amphibiens, ou que des amphibiens pourraient devenir des mammifères. Il faut qu'on trouve dans les archives fossiles, c'est-à-dire dans ce qui est enfoui sur Terre, des traces fossiles d'animaux ayant des caractéristiques intermédiaires. Par exemple, on devrait trouver des poissons ayant des nageoires, mais les nageoires pourraient être éventuellement les ancêtres des pattes des mammifères qui vivraient sur Terre. On devrait trouver ce qu'on appelle donc les formes transitionnelles. Regardez ce que dit Darwin sur ces formes transitionnelles, c'est-à-dire sur ces animaux qui feraient la transition entre certains types d'animaux appartenant à un ensemble précis et certains autres types d'animaux appartenant à un autre ensemble précis. C'est une des données les plus fondamentales de la théorie de l'évolution. Et Darwin lui-même écrit la chose suivante. Il dit « Pourquoi donc n'avons-nous pas toujours trouvé des formes transitionnelles dans aucune des couches géologiques ?» D'accord ? Il écrit, donc ça c'est en 1859. C'est peut-être l'argument le plus évident qu'on puisse objecter contre ma théorie. On n'a pas trouvé de forme transitionnelle. On les a pas. Alors il dit la chose suivante. Il dit je crois, I believe, je crois, c'est une croyance, que l'explication réside dans le fait que la majorité des fossiles enfouis dans les couches géologiques n'a pas encore été déterrés. Autrement dit, Darwin, à l'aube du darwinisme, avant que le darwinisme puisse éclore dans le monde occidental et prendre la place qu'il a aujourd'hui, dit « Je crois, je vous répète la phrase, que l'explication réside dans le fait que la majorité des fossiles enfouis dans les couches géologiques n'ont pas encore été déterrés. » Et ça, c'est une réponse qui est absolument extraordinaire. Parce que depuis 1859, on est maintenant en 2014. Ça veut dire que maintenant, on a 155 ans de recherche de fossiles. On a sorti de terre des millions de fossiles. Et regardez ce que disent les spécialistes de l'évolution, qui restent même des évolutionnistes. Et ça, on va revenir après sur les incohérences des évolutionnistes. Mais regardez ce que les évolutionnistes eux-mêmes, c'est-à-dire des scientifiques qui eux-mêmes se prétendent évolutionnistes, disent au sujet des archives fossiles. Darwin aurait eu honte, ça c'est le professeur Ropp, qui est paléontologue, qui est docteur donc au département de géologie du musée d'histoire naturelle de Chicago. Et Darwin aurait eu honte de la découverte des archives fossiles, car elles ne comprennent pas tout à fait ce qu'il espérait y trouver. Nous sommes 120 ans, il écrit ça il y a quelques années, après l'apparition de cette théorie,
Et nombre de fossiles en notre possession, le nombre de fossiles a considérablement augmenté. Il a écrit il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a sorti de terre encore des milliers de fossiles, donc d'animaux. La situation n'a toujours pas changé. Nous avons encore moins de spécimens qu'à l'épreuve de Darwin. Et les spécimens qu'on avait à l'épreuve de Darwin étaient des spécimens préfabriqués. On va en parler après. Alors, un des plus connus évidemment, parmi les néo-évolutionnistes, c'est Stephen Jay Gould. Alors, lui, il dit la chose suivante. Lui, il est professeur à l'université de Harvard. Il a écrit en 77. Ça date de 77. Ça qui est intéressant. C'est-à-dire, il y a plus de 23, plus 15, 38 ans. Il n'y a pas loin de 40 ans. C'est quand même une histoire qui est entendue. L'absence quasi systématique de formes transitionnelles est le secret de fabrique de la paléontologie. La paléontologie, c'est la science qui étudie les ossements, qui portent très bien leur nom d'ailleurs, parce que l'ossement, effectivement, parce qu'on lui fait dire toutes sortes de choses qu'il n'a jamais dit, qu'il n'est pas capable de dire. Et voilà que cet homme, qui est un très grand spécialiste de la théorie de l'évolution, écrit « L'absence de forme quasi systématique de formes transitionnelles est le secret de fabrique de la paléontologie ». Alors lui, il dit quasi systématique, parce qu'il est évolutionniste. Ça, c'est très intéressant. Dans le vocabulaire évolutionniste, il y a toujours comme ça des petites anfractuosités de vocabulaire. Il n'y a pas d'espèces transitionnelles. Quand on présente des espèces de fossiles comme étant des espèces transitionnelles, c'est une théouda, c'est un certificat de pauvreté. Parce que si on avait, que c'était tellement évident, on n'aurait pas besoin de les exhiber avec un grand bruit médiatique, avec trompettes et autres, etc., pour dire qu'on a trouvé la forme transitionnelle. En plus, une fois que le bruit médiatique s'est éteint, l'animal est sagement rangé là où il doit figurer, c'est-à-dire en général dans le cadre d'une espèce. Il ajoute, il dit la chose suivante. Tous les spécialistes savent que les archives fossiles ne fournissent que très peu de preuves en faveur des formes transitionnelles. Pratiquement pas. Encore une fois, c'est une coquetterie de langage. Parmi les nombreux fossiles en notre possession, il n'existe aucune preuve soutenant les dessins d'arbres évolutionnistes qui ornent nos livres. Ils ne sont jamais apparus dans les couches géologiques. Jamais. Les arbres généalogiques qu'on nous présente et qui permettraient d'étayer cette idée que nous venons d'espèces qui ont évolué et que nous viendrions du singe, tout ça n'existe pas dans les archives fossiles. Les archives fossiles ne donnent pas ce genre de preuves. Les archives fossiles disent autre chose. Il y a des couches géologiques. Alors, on trouve dans les couches dites du précambrien, datant d'il y a environ 500 ou 600 millions d'années, d'après les mesures prétendument faites par les évolutionnistes. On trouve dans ces couches-là, en fait, une formidable éclosion de la vie. Les couches géologiques, aujourd'hui, elles nous disent la chose suivante. Elles nous disent que la vie est apparue, finalement, en une très courte période, avec des espèces animales qui étaient complètement prêtes à fonctionner. On n'a jamais trouvé d'animal avec une moitié d'œil ou un œil qui n'existait pas et qui aurait été prêt à fonctionner. Avec des animaux qui étaient déjà formés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà ce qu'on trouve aujourd'hui dans la couche dite du précambrien. Alors ça, c'est le premier point qui est un point tout à fait fondamental. C'est que Darwin lui-même a donné en quelque sorte les ustensiles qui permettraient de comprendre si sa théorie est très vraie. C'est quoi une théorie ? Une théorie, c'est une évaluation. Comme son nom l'indique, c'est l'étymologie du mot. Une théorie, c'est une évaluation. Donc une évaluation évalue. Elle pose des évaluations, elle pose des prédictions et elle vérifie si ces prédictions se sont réalisées. Elle soumet ces prédictions à la sanction empirique, à la sanction donc des expériences. Et Darwin lui-même, concernant les formes transitionnelles, qui sont quand même la clé de voûte de sa théorie, c'est la base de sa théorie. S'il n'y a pas de forme transitionnelle, c'est-à-dire que son système n'est prouvé par rien. Il reste du domaine de la spéculation pure et simple. Eh bien, Darwin lui-même nous a donné ces clés. Il a dit, si on n'en trouve pas, c'est qu'effectivement, il y aura un problème. Effectivement, on n'en a pas trouvé, et je vous le garantis, on n'en trouvera pas. D'accord ? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les scientifiques qui parlent aujourd'hui, ils disent que la réponse de Darwin, elle était pertinente pour l'année de sa formulation, c'est-à-dire en 1859. Mais maintenant, durant les 100 dernières années, donc la recherche de fossiles a connu des progrès absolument phénoménaux, d'accord ? Et aujourd'hui, il est possible de proclamer que les formes transitionnelles n'existent pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'en trouve pas, tout simplement. On n'en trouve pas. Et ça, vous voyez, c'est un phénomène qui est un phénomène très étonnant, parce que quand on parle de la théorie de l'évolution, il faut toujours revenir aux sources. Je vous renvoie aux autres cours qu'on a fait sur le sujet, où on s'est penché un petit peu notamment sur le hasard et sur le travail de sélection naturelle. On a essayé de comprendre est-ce que oui ou non, ces deux idées qui sont les deux pierres angulaires de la théorie d'évolution. La théorie d'évolution, elle proclame qu'on vient de processus naturels, qu'on est le fruit de processus naturels et que aucune forme d'intervention ne s'est produite pour permettre à ces processus naturels de voir le jour.
Voilà quelle est la base de la théorie de l'évolution. Il faut toujours aller à la base quand on veut essayer de comprendre une théorie. Là aussi, c'est la même chose. Là, on rentre un petit peu dans les détails. On voit également les pierres angulaires, en quelque sorte, de la théorie. Une des pierres angulaires, c'est ça, c'est les formes transitionnelles. On s'aperçoit que les gens qui se disent évolutionnistes se tirent une balle dans le pied parce qu'ils disent eux-mêmes que ces formes transitionnelles n'existent pas. Alors quand vous leur demandez, alors pourquoi vous êtes évolutionniste? Pourquoi vous êtes resté évolutionniste? Pourquoi est-ce que vous pensez que cette théorie est vraie? Puisque vous ne trouvez même pas de preuves. Alors ils ont toujours cette espèce de foi du charbonnier, une foi dans un phénomène qui finalement viendra un jour leur montrer qu'ils ont raison. Mais la vérité, c'est que plus on s'avance dans le temps, et moins on a de preuves donc, de la théorie d'évolution. Dr Colin Peterson, paléontologue, membre du Musée d'histoire naturelle de Londres, propriétaire des plus importantes collections de fossiles dans le monde. Il dit « Je suis d'accord pour dire que je n'ai pas apporté de preuves directes de l'existence de formes traditionnelles. D'ailleurs, si elles existaient, dit-il, c'est un scientifique qui est évolutionniste, si elles existaient, je les aurais montrées. Donc je le dis clairement, il n'y a aucun fossile d'espèces transitionnelles, donc d'espèces intermédiaires, dont nous puissions être sûrs. Et la raison en est simple, il est impossible de se baser sur les archives fossiles pour parler d'origine et de développement. Est-ce que l'ensemble des oiseaux sont issus de l'Archéoptérix? Alors l'Archéoptérix, c'est un oiseau qui en fait a un arrière assez volumineux et des ailes. On voit pas, et qui serait censé être la forme transitionnelle entre les oiseaux et les lézards. Alors là aussi, c'est très étonnant parce que on ne voit pas d'abord au niveau de la transition et au niveau de l'évolution ce qu'un oiseau gagnerait à avoir un arrière aussi énorme qui l'empêche de voler. C'est comme l'autruche. L'autruche ne vole pas. D'accord? On ne voit pas bien en quoi cette évolution représenterait une évolution positive. Bon, ça, c'est une remarque. Mais le deuxième point, c'est qu'on a compris aujourd'hui que l'Archéoptérix, qui est donc soi-disant cette espèce transitionnelle, est en fait un oiseau en soi. C'est un oiseau qui a existé, qui s'appelle l'Archéoptérix. C'est un type d'oiseau qui a existé et qui a disparu. Alors, est-ce que tous les oiseaux viennent de l'Archéoptérix? Il dit ici, il n'existe aucun moyen de répondre à cette question. Alors lui, en tant que bon évolutionniste, il dit peut-être que oui, peut-être que non. Il est facile d'inventer des scénarios prouvant comment telle ou telle espèce a conduit vers telle ou telle autre espèce, ou des raisons qui auraient poussé donc la sélection naturelle, entre guillemets, à agir dans tel ou tel cas. Mais ces histoires ne font pas partie de la science, car elles sont invérifiables. C'est un scientifique qui parle ici, un paléontologue, donc un spécialiste de l'étude des ossements. Je vous dis, toutes ces histoires de spéculation qui nous disent que on peut, à partir des archives des soi-disant fossiles transitionnels, on peut dire qu'il y aurait eu donc des espèces intermédiaires, bien, tout ça, c'est une invention pure et simple. Professeur Stanley, paléontologue de l'Université d'Hawaï. Les archives fossiles ne comportent aucune espèce transitionnelle appartenant à un groupe animal montrant un passage vers une autre espèce. Darwin, avec lui, les architectes du néo-darwinisme, resteraient bouche bée de déception devant ces archives fossiles. Alors, il y a encore d'autres qui parlent. Par exemple, Herbert Nilsson, qui est généticien. Ça, c'est intéressant parce que les généticiens aujourd'hui, ce sont les derniers militants purs et durs de l'évolution, pour des mauvaises raisons d'ailleurs, qui est botaniste et membre de l'Académie scientifique royale de Suède. Il dit « Nous pouvons affirmer qu'à partir des découvertes de fossiles, il est impossible d'établir une caricature de l'évolution, ne fût-ce qu'une caricature. Les trous sont avérés, ils ne seront jamais comblés. » Il y a des trous, on ne sait pas, on ne peut pas expliquer. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a des espèces différenciées et qu'on ne peut pas les raccrocher l'une à l'autre par un processus d'évolution parce qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas de traces, et on est parti chercher ces preuves et ces traces là où on est censé les trouver, c'est-à-dire dans les couches géologiques. On ne les a jamais trouvées. Alors je pense que c'est intéressant de poser ce fait-là, parce que là, on n'est pas dans le domaine, si vous voulez, de la polémique. On n'est pas dans le domaine de l'interprétation des faits scientifiques. Le domaine de l'interprétation des faits scientifiques, c'est un domaine dans lequel on se trouve souvent en discussion avec les évolutionnistes. Pourquoi? Parce que les évolutionnistes vont vous dire, si j'ai pris une mouche, un drosophile à yeux rouges, et j'en ai fait un drosophile à yeux jaunes après quelques mois ou années de travail d'isolement dans une niche génétique, eh ben c'est la preuve que cette mouche, dans quelques milliards d'années, elle pourra devenir un oiseau. C'est-à-dire qu'on part toujours de la constatation de la micro-évolution qui laisse l'animal tel qu'il est, simplement avec des petites modifications, pour arriver à la macroévolution, c'est-à-dire au passage d'un phénomène à l'autre, d'un système à l'autre. Alors ça, c'est un argument récurrent chez les évolutionnistes. Sous prétexte de microévolution, on veut justifier la macroévolution. Mais les archives traditionnelles viennent nous montrer l'inanité de cet argument. Si cet argument était vrai, au jour d'aujourd'hui, on devrait avoir, après plus de 100
60 ans de recherche de fossiles, on devrait avoir quelques milliers d'exemples d'espèces transitionnelles dont on peut dire avec certitude que ce soit des espèces transitionnelles. Alors les évolutionnistes eux-mêmes disent que ce n'est pas là qu'il faut aller chercher la vérité de la théorie de l'évolution. Alors là, on peut leur retourner deux questions. On peut leur dire d'abord, pourquoi est-ce que vous restez évolutionniste? Parce que ici, la pierre angulaire de votre théorie s'effondre. Et puis deuxième point, pourquoi continuer à vendre une théorie? Et là, c'est une question plus générale adressée finalement aux élites du monde occidental. Pourquoi continuer à vendre une théorie qui est une théorie qui n'a même pas les apparences d'une théorie scientifique? Alors, il y a une nouvelle théorie qui est apparue il n'y a pas longtemps qui s'appelle la théorie de l'équilibre ponctué. Alors celle-là, elle est extraordinaire parce qu'en fait, elle fait figure de reculade et elle montre que les scientifiques qui sont évolutionnistes sont en train d'arriver vers nos positions. Étant donné qu'on n'a jamais trouvé d'espèces transitionnelles, donc on n'arrive pas à prouver que l'évolution, entre guillemets, se serait faite étape par étape au long d'une longue histoire qui aurait été comme un long fleuve tranquille. On n'arrive pas à le prouver, ça. Donc il n'y a rien, donc on n'a pas de preuve. Alors il y a une théorie qui est apparue qui s'appelle la théorie d'équilibre ponctué. C'est qu'en fait, de temps en temps, hop, il y aurait une espèce d'accélération, et puis après, hop, on passerait sur des longues périodes de léthargie, de calme absolu, il ne se passerait rien. Alors c'est quoi cette théorie? Cette théorie, en fait, sans que les évolutionnistes arrivent à le reconnaître, en fait, elle revient vers nous. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que finalement, la création s'est faite sur un temps très court, et que c'est mieux d'envisager ce scénario-là, que la création se ferait sur un temps très court, que l'apparition de la vie, se ferait sur un temps très court, et qu'elle se mettrait en place, et que finalement, on trouverait des traces de vie qui correspondraient donc à des espèces animales ou à des espèces humaines, à l'espèce humaine, mais déjà organisée, déjà prête à fonctionner. Donc en fait, cette théorie d'équilibre ponctué, c'est tout simplement une manière de faire quelques pas en arrière sur la théorie de l'évolution, et finalement de se rapprocher de notre position à nous, qui proclame que la vie est apparue sur un espace de temps donné, prête à fonctionner, comme le dit la Gemara donc dans Choulin, à la page 60, que les espèces sont apparues altivionam, elles sont apparues telles que nous les connaissons aujourd'hui, prêtes à fonctionner, prêtes à marcher. Le premier arbre qui est apparu, c'était un arbre qui avait déjà ses cernes. Alors c'est extraordinaire parce que dans une science qui s'appelle la dendrochronologie, qui permet de dater les arbres en fonction de leurs cernes, eh bien parfois on se rend compte que certains arbres ont plus de cernes que le nombre d'années d'existence que nous donnons, nous, à la Terre. Alors la réponse, elle est très simple. C'est que si ces arbres ont été créés déjà en état de fonctionner à l'état adulte, peut-être que tout au long des milliers d'années, ils ont eu un certain nombre de cernes. Donc ça veut dire que ces cernes se sont rajoutées et que donc on peut facilement penser que ces arbres sont plus vieux que le monde. En vérité, ils ont l'âge du monde. Simplement, ils ont acquis des cernes au fur et à mesure des années qui passaient. En tout cas, une chose est certaine, dire qu'il existe aujourd'hui une preuve scientifique de la théorie d'évolution, c'est-à-dire une preuve matérielle, quantifiable, mesurable, qui nous montre que la théorie de l'évolution est vraie, et que cette preuve est la pierre angulaire de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire la trace de l'évolution. C'est la trace de l'évolution. Dire qu'aujourd'hui, on a trouvé ça, c'est faux, et on n'a pas trouvé, je vous le garantis, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis convaincu qu'on n'en trouvera pas, et cela signifie une chose qui est tout à fait fondamentale, que dit le professeur Nathan Aviezer, il le dit de manière très claire, je pense qu'il est possible aujourd'hui de programmer que les formes transitionnelles n'existent pas, et que donc il est temps de programmer la mort de la théorie d'évolution et de passer à autre chose. Alors, quelle est la raison pour laquelle elle a tellement perduré? C'est tout simplement parce que l'Europe du XIXe siècle, elle a fait un procès au christianisme. En faisant ce procès au christianisme, elle a tout jeté. Le bébé, l'eau du bain, la baignoire, le carrelage, la salle de bain, l'appartement, l'immeuble, une espèce de tremblement de terre népalais, au cours duquel on a tout mis dehors, et où finalement l'Europe du XIXe siècle n'a pas fait ce qu'a fait l'Europe de l'époque de la Renaissance, qu'elle s'est tournée vers les hébraïstes, qu'elle s'est tournée vers donc, des rabbinim, vers nos textes, etc. Donc ainsi qu'on a des textes de Newton, dans lesquels Newton écrit, c'est Keynes qui est un grand économiste qui a racheté les écrits de Newton en 1936, et il les a explorés, il a vu des centaines de pages annotées en hébreu, il se les a fait expliquer, et il s'avère que l'arrière-grand-père de la physique, Newton, et qui n'était pas juif, aurait voulu se convertir, en tout cas il faisait les 7 mitzvot des Béné Noach, les 7 mitzvot que les non-juifs sont tenus d'observer, et c'était quelqu'un qui était extrêmement croyant dans ce que disait la Torah. Dans ses notes, il l'écrit de manière extrêmement claire. D'accord ? Et donc on voit que, en fait, l'Europe de la Renaissance a accepté d'arriver finalement
vers les positions de la Torah. C'est comme ça que le protestantisme est arrivé, qui a été en fait, comme son nom l'indique, une manière de se rebeller d'une certaine manière contre l'ordre chrétien. Et donc, nous voyons que cette idée a perduré, alors, cette théorie perdure, alors qu'elle n'a aucune base scientifique, ni du point de vue des mathématiques, ni du point de vue physique, mais encore moins, on le voit du point de vue de la paléontologie, l'étude des os, l'étude donc de ces fossiles et de ces ossements que nous sortons de terre. Eh bien, cette théorie n'a pas de base scientifique, mais si elle continue à perdurer, c'est tout simplement parce qu'elle satisfait un besoin qui est un besoin profond depuis le 19e siècle, qui était de congédier l'infini, de congédier Dieu. En fait, ce procès, il a été fait à Dieu. Sous couvert de procès au christianisme, c'est un procès à Dieu qui a été fait. C'est en quelque sorte comme si ces civilisations avaient mis Dieu en quelque sorte à la porte. Mais Dieu a créé son monde, Dieu gère son monde, et Dieu fait connaître sa volonté dans son monde. Et c'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de gens, y compris des scientifiques, qui remettent en cause les schémas évolutionnistes, parce qu'ils se rendent bien compte de l'absurdité que ça peut recouvrir, de vouloir vendre une théorie qui n'a même pas la satisfaction d'avoir une base dans les faits. Dans les faits scientifiques eux-mêmes. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui donc, sur cette folie de la théorie de l'évolution et comment finalement Darwin a lui-même proclamé et programmé et donc sa propre autodestruction et sa propre disparition, d'une certaine manière. À très bientôt.